Je vais tout de suite ouvrir le débat et les questions à travers ce que nous avons reçu dans le chat ou bien même entre experts qui sont présents ici. Je vais demander peut-être à nos amis invités dans le débat de se mettre avec nous sur la table. Comme ça, ils peuvent participer par leurs interventions. Ils peuvent aussi répondre aux questionnements. Silm El-Houf. Alors, je vais... Donc, on est un peu plus proche. Et donc, voilà, en étant un peu plus proche, on va essayer donc, bien sûr, de respecter les consignes et les mesures. Alors, je voudrais commencer tout d'abord par vous remercier. Dr El-Houf Naoufal vient de nous rejoindre depuis déjà un moment. Donc, il représente l'ANAM. Donc, certainement, comme on a discuté tout à l'heure, donc M. Hello n'a pas pu venir, mais l'ANAM est très bien représentée ce soir. Merci à vous pour participer avec nous dans ce débat. Je remercie encore professeur Ftouh qui a bien voulu participer avec nous dans ce débat. Et puis, bien sûr, notre ami, Dr Taïeb Hamdi, qui ne cesse pas de transmettre et de communiquer tout ce qu'il sait autour de la question, que ce soit sur le plan politique, économique, scientifique, médical, social. Merci beaucoup et je sais qu'avec vous, on va s'enrichir dans ce débat-là. Et bien sûr, professeur Adib, qui va aussi essayer de répondre avec Dr Youbi par rapport, et professeur Saïd Zouher, qui vont vouloir aussi répondre aux questions. Et Dr Afif, bien sûr, il est avec nous, il est à distance, mais il nous suit. Lui aussi va participer, bien sûr, à sa demande, bien sûr. Et donc, vous êtes tous les bienvenus dans cette partie du débat. Et si vous voulez bien, j'ai pu récupérer pas mal de questions à partir des personnes qui assistent à ce webinaire. Les questions sont nombreuses, mais j'ai essayé de regrouper quelques-unes parce qu'elles sont similaires, on va dire. Et puis, je vais être désolé de ne pas pouvoir traiter toutes les questions par rapport au nombre et par rapport au temps que nous avons. Alors, la première question qui émane à partir de l'assistance, elle était adressée dès le début à Dr Youbi, mais bien sûr, comme je vous ai dit, on prendra l'avis de chacun. Alors, la première question, d'abord, comment vous faites avec les formes graves, surtout avec les complications thromboemboliques? Donc, peut-être, professeur Adib… C'est une question, professeur Adib. Professeur Adib, c'est lui, justement. Mais pour vous dire que les questions sont arrivées dans un ordre, allez-y. Comment vous pouvez répondre à cette question? Je pense qu'au Maroc, depuis le tout début, dès l'apparition des premières publications sur les séries autopsiques, ça a été pris au sérieux. Je donne l'exemple du CHU de Marrakech où tous les enseignants, dès le départ, ont validé un protocole. Même pour les malades qui étaient à l'étage, ils avaient leur thrombophylaxie. Maintenant, chez les malades graves, les malades sévères et graves, on a même un gradient de risque faible, risque intermédiaire. Ils sont systématiquement sous anticoagulation curative partout au Maroc. Donc, je pense que ça ne pose pas de problème sur le plan prophylactique. N'empêche qu'on a remarqué qu'il y a des patients qui arrivent fortement suspectés. On injecte sur la TDM et du diagnostic de malade thromboembolique a été fait, notamment pour les malades difficiles à gérer sur le plan anticoagulation. Et là,
C'est une gymnastique qu'on essaie de faire, mais c'est considéré depuis le départ. Alors, puisque vous avez le micro, vous allez le garder pour répondre justement à une question d'un collègue qui pose la question suivante. Est-ce que l'éco-cœur est pratiqué systématiquement? Il est a priori recommandé de la faire. Maintenant, je sais qu'à Casablanca, par exemple, en réanimation, tous les malades ont leur échographie cardiaque. Par des cardiologues. Nous, c'est plutôt... c'est un arrangement parce qu'on a aussi dans les réanimateurs des compétences de gens qui font l'échographie cardiaque. Donc, forcément, on ne va pas le faire pour tout le monde, surtout quand on a un afflux massif. C'est ça la problématique des pics. La problématique des pics, c'est que les compétences et le nombre de professionnels, il est limité. Et donc, il faudra faire du mieux qu'on peut. Et s'il y a un flux massif, ben, tout ce qui est recommandé peut ne pas être fait. Donc, pour moi, le problème de réanimation, il y aura beaucoup de questions de réanimation. La problématique de la Covid, il se situe largement avant la réanimation. De toute façon, c'est des malades graves. Oui. S'il y a une je rejoins un petit peu ce qu'a dit mon ami professeur Adib concernant les cas graves. Moi, lui, il vient de dire que dès le départ, ils ont opté pour le traitement anticoagulant à Marrakech. Pour vous dire la réalité, nous, à Rabat, le mois d'avril, mois de mars, mois d'avril, on était un petit peu réticents. C'est vrai que lorsqu'on avait vu les premières publications, c'est là où on a adopté le protocole du traitement anticoagulant. Alors justement, c'est lorsqu'on a commencé à voir des images scanographiques. Alors les images scanographiques, lorsqu'on a commencé à analyser, on a remarqué que ce n'est pas les mêmes images que ce qu'on voit d'habitude sur le plan infectieux. Donc peut-être on s'est dit que ce sont des lésions thrombotiques, c'est des lésions d'hémorragie alvéolaire. Donc effectivement, avec les publications, avec ce qu'on a vu sur le terrain, on était convaincus que le traitement anticoagulant devait être mis en œuvre. Et justement, depuis le mois d'avril, depuis le mois de mai, jusqu'à maintenant, on gère de cette façon. Alors la deuxième question concernant l'échocardio. L'échocardio, c'est Adib, il est réanimateur, moi je suis pneumologue, moi je vois la chose du côté du pneumologue. C'est vrai qu'en lit de réanimation, l'échocardio, elle doit être faite. Et je sais qu'il y a plusieurs réanimateurs qui sont formés et qui ont l'expérience, l'habitude de faire ça. C'est pour détecter certaines choses. Mais moi, en tant que pneumologue, je viserais plus l'écho thoracique, l'échographie thoracique qui pourrait apporter beaucoup de choses. Et je pense qu'on va revenir dans la discussion, si vous voulez, après, lorsqu'on va trier les patients, après, je pense qu'elle a une place importante. Mais l'échocardio, alors j'ajoute une petite expérience. Donc, moi aussi, je participe dans la prise de la Covid, aussi bien sur le plan stratégique que sur le plan opérationnel jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas eu beaucoup de pathologies cardiaques compliquant la Covid, mais par contre, on a vu quelques cas de myocardite, par exemple, qui ont répondu favorablement à la chloroquine, et heureusement. Donc, je pense que lui, il a la vision de réanimateur. Moi, j'ai la vision du pneumologue. Et donc, peut-être qu'on va compléter la discussion après et on aura des recommandations à trouver. Très bien. Dr Liobi, par rapport à une question qui revient sur pas mal de personnes, c'est la question du vaccin. On l'a bien développé. D'ailleurs, le professeur Zouher, il a répondu comme quoi il faut vacciner. Donc, beaucoup de personnes, notamment ceux qui assistent avec nous dans ce webinaire, se posent la question, faut-il vacciner cette année contre la grippe? Pas uniquement cette année, nous avons spécialement parce que nous avons depuis toujours COVID. recommandé la vaccination contre la grippe, entre autres moyens, comme moyen de prévention, entre autres moyens. Je rappelle que le comité scientifique et technique qui appuie le ministère de la Santé, qui donne des recommandations scientifiques et techniques pour la riposte contre Covid-19, à l'origine, c'est le comité scientifique et technique du Programme national de lutte contre la grippe et les infections respiratoires aiguës. Et donc, ce même comité, à un moment donné de ces 15-16 réunions qu'il a tenues jusqu'à maintenant, la question a été posée de la vaccination. Oui. Et nous avons encore précisé ce qu'il fallait
modifié un petit peu l'ordre de priorité pour les indications du vaccin contre la grippe. Et donc, la question, c'était qu'on devait garder les mêmes groupes. Donc, qu'il fallait prioriser la femme enceinte, les professionnels de santé, bien sûr, comme ça a bien été précisé par le professeur Zouhel, pour les considérations qu'il a expliquées, la femme enceinte et surtout les personnes généralement avec des comorbidités, des maladies chroniques, mais surtout les personnes avec une insuffisance rénale terminale sous hémodialyse. Donc, c'était les trois catégories de population à privilégier. Donc, la vaccination, on a bien entendu les différentes présentations, les différentes interventions. Les co-infections existent et donc la grippe en elle-même pourrait être a un potentiel de gravité, donc il ne faut pas oublier la grippe, comme il ne faut pas oublier les autres pathologies parce qu'on est préoccupé à s'occuper de Covid-19. J'enchaîne avec vous en même temps par rapport à votre question qui était pertinente, question qui va arriver bientôt, c'est le testing. Et donc, vous êtes posé la question, est-ce qu'on va continuer dans le diagnostic ou on va aller vers, comment on va pouvoir faire le choix entre la surveillance ou bien le diagnostic? Ça, c'est une question, je dirais, plutôt stratégique, peut-être. Enfin, c'est le défi qui se pose et c'est le génie de l'approche santé publique qui est totalement différente, et je dirais complémentaire, de l'approche clinique. L'approche santé publique, le génie, c'est de pouvoir proposer des mesures et des actions qui s'adressent à la communauté sans pour autant aller à la perfection et sans pour autant, c'est pas la perfection, sans pour autant aller au détail de la chose et à ce que la technique et la rigueur pourraient nécessiter. Et donc, choisir sur la base d'études et d'approches scientifiques quelles sont les mesures les plus efficaces et les plus efficientes et qui pourraient avoir la plus forte valeur ajoutée. Et donc, c'est dans ce cadre-là que, je l'ai bien précisé, que les indications, il y a bel et bien des indications pour le testing, des indications pour confirmer un diagnostic chez un patient dont la prise en charge va nécessiter obligatoirement que l'on fasse un diagnostic précis. Et il y a des situations où on n'a pas besoin de ça. Je donnerai comme exemple le cas où il y aurait un cluster ou des cas qui apparaissent autour d'un cas confirmé. On n'a même pas besoin de confirmer ces cas-là. On va traiter par similitude parce que le contexte et l'environnement évoquent que ces personnes-là présentent la même maladie qui est due au même agent viral ou bactérien ou autre. Donc, en général, sont dus au même, c'est la même maladie et donc on peut même ne pas faire de tests et considérer ces cas comme étant des cas, dans le jargon on les appelle les cas probables parce que c'est plus que suspect, c'est plus qu'une suspicion et donc on peut les assimiler à des cas confirmés. Et donc là, pour les besoins de surveillance épidémiologique, pour pouvoir continuer à suivre les tendances et adresser les profils tels que je l'ai fait tout à l'heure, c'est intéressant de les considérer comme étant des cas confirmés parce que la recommandation pour une prise en charge empirique sans justement passer par le testing va découler de cette analyse épidémiologique que l'on doit faire et que l'on doit discuter avec le comité scientifique, avec la communauté scientifique en général. Sur cette même question, je voudrais l'avis de Dr Hamdi par rapport justement aux moyens ou bien aux capacités de pouvoir. Alors, je reviens sur la question de la vaccination. Oui. Personnellement, au mois d'avril déjà, j'avais fait un appel aux autorités marocaines pour qu'ils fassent une commande exceptionnelle de vaccins antigrippales. Ça demande beaucoup de temps, pour préparer une commande. Pourquoi? Justement parce que nous sommes, aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une saison d'infection respiratoire. Et c'est pour ça qu'on se pose la question du diagnostic différentiel. Ça s'appelle, les Américains l'appellent la twindémique. C'est l'épidémie de la Covid et l'épidémie de la grippe. Si on ne parle que de la grippe, ils ont des symptômes similaires et on va nous retrouver
avec un casse-tête de faire la différence entre les deux. C'est un casse-tête sur deux plans, sur le plan clinique et sur le plan de santé publique. Les deux. Et on se pose la question, on s'est posé la question, est-ce que la grippe, est-ce que la Covid-19 va faire comme la pandémie grippale? La pandémie grippale, généralement, elle étouffe les autres virus grippaux. Chemin faisant, ça permet aux laboratoires d'utiliser leur usine du vaccin grippal saisonnier pour faire le vaccin pandémique. Maintenant, ce n'est pas le cas. Il faut construire des usines pour faire le vaccin pandémique. Ceci dit, des études ont répondu, ont apporté des éléments de réponse. On a une étude allemande à l'Institut de biologie et de biologie des infections à Berlin, avec l'Institut Pasteur de Paris, qui ont fait une étude, qui ont pris les cas de l'Espagne, de l'Italie, de la Belgique et du Norvège, et ils ont fait une étude de modélisation mathématique. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que le vaccin grippal, il accélère 2 fois à 2,5 fois la pandémie de la grippe. Ce sont des données mathématiques qu'ils ont vérifiées avec le nombre de décès. Ils ont trouvé exactement ce qu'ils ont trouvé sur le modèle mathématique en termes de décès, les mêmes décès qu'il y a dans la réalité. La deuxième étude, c'est une étude qui a montré que il y a des études antérieures, ça a conforté des études antérieures qui avaient montré que le virus grippal, il multiplie les récepteurs du virus pandémique, et donc ça explique la chose. Troisième étude, c'est une étude italienne. On a montré que les personnes qui ont décédé de la Covid, dans le bras des non-vaccinés, étaient plus que dans le bras des vaccinés. Quatrième étude, c'est une étude américaine qui a montré que quand on fait un testing de Covid, dans le bras des vaccinés, on trouve moins de Covid que dans le bras des non-vaccinés. Donc, ce sont des études qui convergent, qui nous disent que, premièrement, la grippe peut-être va aggraver, va accélérer l'épidémie, il va aggraver la clinique de la Covid. Et donc, moi, en tant que clinicien, Qu'est-ce que vous préconisez? oui, moi, en tant que clinicien de mon cabinet, j'ai d'autres problèmes. Premièrement, c'est le même problème clinique. J'ai quelqu'un qui fait la toux, qui fait de la fièvre, qui a le nez qui coule. Est-ce qu'il a est-ce qu'il a Covid ou est-ce qu'il a autre chose? Bien. Peut-être que sur le plan clinique thérapeutique, on peut faire une approche syndromique, on peut faire des traitements à large spectre, on peut tout faire pour le prendre en charge. Et on va le prendre en charge. Mais sur le plan épidémiologique, c'est quelqu'un qui vient me voir avec ces symptômes, que je n'arrive pas à faire la différence. Qu'est-ce que je vais lui conseiller? De s'isoler? Si je l'isole parce que je suspecte le Covid, il faut que je prenne en charge les contacts. Si je prends en charge les contacts et je les isole, si c'est une école, il sera fermé. Si c'est une usine, il sera fermé. Si c'est une ville, il sera fermé. Donc, ça va poser un problème. Moi, je pense que ce casse-tête, on doit réfléchir beaucoup, surtout dans le contexte marocain, où on n'a pas une capacité de testing très élevée. 20 à 25 000 par jour, ce n'est pas beaucoup. Donc, moi, je pense qu'il y a une mesure, c'est le respect des mesures barrières. Ça va nous soulager parce que les mesures barrières, comme l'a rappelé Dr Yobie, ça va permettre, et Dr Saïd Zouhed, ça va permettre également de faire une saison douce sur le plan même grippal. Donc, et le plan, deuxièmement, il faut alléger. Il faut alléger les traitements. On traite des gens, on a 8 personnes sur 10 qui vont guérir spontanément de la Covid. Maintenant, avec les autres infections, on a 95% des gens qu'on va traiter et qui allaient peut-être guérir spontanément ou il fallait traiter par autre chose. Donc, moi, je pense qu'il est temps d'alléger sur l'isolement, d'alléger sur le traitement et de se focaliser pour protéger vraiment cibler. Il faut cibler les personnes vulnérables. Il faut qu'on trouve le moyen pour les protéger le plus, pour pouvoir laisser l'école ouverte, laisser l'économie ouverte. Très bien. Merci pour cette intervention. Dr Melhouf, de l'ANAM, j'aimerais bien que vous nous disiez juste votre position par rapport à cette crise. Je parle de l'ANAM, bien sûr, concernant justement les coûts et comment on peut, parce que vous êtes partenaire essentiel
dans l'élaboration des, des nomenclatures. Et donc, ça serait bien de voir effectivement avec la grippe, avec ce qui arrive, avec si on double test, si on fait des tests plus précis, est-ce que ça se discute chez vous? Je pense que c'est ouvert. Non. C'est bon, merci. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir invité l'ANAM à ce débat fort intéressant et d'actualité. Bon, vous avez évoqué le sujet de l'assurance maladie obligatoire et du coût d'une prestation dans le cadre de l'assurance maladie. Comme vous le savez, l'assurance maladie obligatoire constitue l'une des méthodes de financement d'un système de santé. Bon, mais peut-être avant de répondre à votre question, il est nécessaire que je rappelle d'une manière brève quelques données sur l'assurance maladie obligatoire pour qu'on se situe par rapport à la prise en charge de la COVID-19 dans ce système d'assurance maladie ou de couverture médicale. Bon, il y a 15 ans, il y avait l'avènement de l'assurance maladie obligatoire par l'instauration des régimes gérés respectivement par la CNAMS et la CNSS. Et bien évidemment, l'ANAM, en tant que régulateur de ce système, a été créé pour encadrer l'ensemble des régimes de l'assurance maladie obligatoire. Aujourd'hui, il y a 10 millions de bénéficiaires de l'AMO, avec 11 milliards de dirhams de recettes, et presque 9 milliards de dirhams de dépenses. Bon, je ne vais pas revenir par rapport à la question qu'aujourd'hui, l'évolution des dépenses est plus importante que celle de recettes, et du coup, on devrait se poser la question par rapport à la pérennité du régime. Mais bon, d'une manière générale, je sais quelques données concernant l'AMO, mais il faut préciser, parce qu'il y a eu ce débat, est-ce que l'AMO devrait prendre en charge les prestations liées à la COVID-19? Il y a un panier de soins qui est fixé sur le plan réglementaire. Ce panier de soins, bien évidemment, il fixe que tout traitement, toute prestation liée à tout ce qui est curatif, préventif, de réhabilitation est pris en charge par l'assurance maladie, en passant par la consultation, la biologie, les médicaments, hospitalisation médicale, réanimation, soins intensifs et j'en passe. Bon, tout en sachant que le législateur aussi a mis en place quelques modalités de remboursement. Et parmi ces modalités, je cite à titre d'exemple, il y a l'arrêté ministériel de 2005, 88-24, qui parle comme quoi, par rapport à certaines maladies à déclaration obligatoire ou maladies sévissant sous forme d'épidémie, la prise en charge est gratuite dans les établissements de soins relevant de l'État. Bon, pour arriver à un point, c'est qu'aujourd'hui, la question qui se pose, l'assurance maladie devrait ou pas prendre en charge les prestations liées à la COVID-19. La décision est prise dans le sens, oui, l'assurance maladie devrait prendre en charge la COVID-19. Mais dans quelles conditions? Tout en sachant que on était sur une épidémie, aujourd'hui, c'est une épidémie qui dure dans le temps, un hôpital public très sollicité par l'augmentation des nombres de cas, et par conséquent, il y a aussi la sollicitation du secteur privé pour qu'il accompagne l'État dans la prise en charge de ces cas-là. Mais bon, en tant qu'assurance maladie, en tant que régulateur de ce système, avec les différents acteurs gestionnaires, départements ministériels de tutelle, on s'est posé la question. D'ailleurs, les projections actuarielles, les pires scénarios de ces projections n'ont pas prévu cet incident-là. Donc, il y a un incident, dit un impact sur les caisses d'assurance maladie. Qu'est-ce qu'on a prévu? Et d'ailleurs, il y a des réunions très rapprochées avec les différents acteurs. Tout d'abord, pour mieux maîtriser la prise en charge, il faut la protocolisation de cette prise en charge. C'est vrai que le ministère de la Santé, à travers sa commission scientifique, a fait en sorte d'élaborer plusieurs protocoles qui sont mis à jour continuellement. Mais bon, pour l'assurance maladie,
on a besoin d'un protocole plus détaillé qui reprend d'une manière fidèle les recommandations nationales et internationales avec une précision aussi bien des bilans biologiques, bilans radiologiques qui sont demandés à chaque fois, que ce soit en ambulatoire ou dans un cadre hospitalier. Donc, premièrement, c'est bien évidemment établir un protocole thérapeutique pour l'assurance maladie. Deuxième niveau, c'est bien évidemment évaluer l'impact. Et ça, c'est important. Parce que je ne vous cache pas que aujourd'hui, les régimes d'assurance maladie, financièrement, c'est assez sensible. Donc, toute prise en charge d'une prestation inattendue devrait bien évidemment nous solliciter et attirer notre attention par rapport à cet impact qui devrait survenir. Donc, comme j'ai dit, on va évaluer l'impact et à partir de cet impact-là, on va fixer les modalités de remboursement. À partir de quel moment l'assurance maladie va prendre en charge les patients atteints de Covid et de quelle manière va être le remboursement qui sera fait aussi bien pour le secteur public. Est-ce qu'on peut savoir comment vous allez pouvoir évaluer l'impact? Dans un premier temps, à travers un protocole valide. Après, à travers ce protocole valide, où vous en êtes? Est-ce que le protocole... dans les phases finales, c'est-à-dire les phases finales de ce protocole. Donc, d'ailleurs, dans les jours semaines, à venir, dans les jours à venir, oui. à venir. Tout en sachant, après cette fixation de validation de protocole, bien évidemment, il y a une phase qui est avant l'impact, c'est la quantification du coût. Et la quantification du coût se fait sur la base des nomenclatures des actes, biologie, nomenclature des actes professionnels, de la tarification nationale de référence en vigueur pour la quantifier chaque cas de figure. Pour l'asymptomatique, le symptomatique, le modéré, le sévère et le critique. Et par la suite, il y aura une évaluation d'impact sur la base des données du ministère de la Santé et du secteur privé pour corréler et faire le recoupement pour sortir un impact qui est proche de la réalité afin de prévoir, bien évidemment, les moyens de financement pour les organismes gestionnaires. Très bien. Je ne voudrais pas oublier juste Dr Afif, que vous connaissez bien, il est dans Infovac Maroc, il est actif dans la vaccination. Est-ce que Dr Afif, est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il est là? Je suis là, je suis là. Bonsoir, cher ami. Bonsoir. C'était intéressant et bravo pour tous les intervenants. Dr Youbi, que je salue, Dr Adib et puis Dr Zouher. Merci à tous. C'était enrichissant. Et bonjour aussi pour les modérateurs. Je voudrais juste, concernant le remboursement, avant de parler de la vaccination, dire que nous, dans les webinaires qu'on a fait, on a toujours demandé, puisque les assurances privées remboursent, à ce que la CNSS et la CNOPS remboursent. Et on salue la prise de position du ministre de l'économie et des finances. Et il faut, et je suis heureux d'entendre que c'est dans les jours suivants, parce que pour ces personnes-là, il va falloir les rembourser. Et question à poser, est-ce que ça c'est rétrospectif? Est-ce que parce que pendant ce temps, les dossiers sont pile au niveau de ces deux organismes, est-ce que les patients pourront être remboursés en rétrospectif? Parce qu'on sait que le Covid, comme ça a été rappelé par Sehmdé, a eu un impact économique et donc les gens, c'est quand même important qu'ils soient remboursés. Concernant la vaccination, monsieur le ministre de la Santé, dans un webinaire où il a fait le mot d'ouverture, le 25 juillet, a rappelé, et c'est Lioubi l'a dit, que le ministère, comme il le fait chaque année, donc pour la vaccination antigrippale, il a pris les dispositions et aussi pour la vaccination anti-pneumococcique. Ceci dit, le ministère de la Santé s'occupera bien sûr des professionnels de la santé, des ramédistes
c'est-à-dire qui sont dans la population de plus de 65 ans et ceux qui ont des maladies chroniques. Mais il faut savoir que les personnes qui ont l'assurance maladie ou les assurances privées, ils vont acheter leur vaccin et c'est pour cela qu'il y a aussi une discussion avec le ministère de la Santé, avec l'ANAM, dans le cadre de ce paquet-là, parce que l'ANAM insiste et elle fait un axe prioritaire de la prévention. Et ça rentre dans le cadre de la prévention, donc pour que ces vaccinations qui sont liées au Covid soient remboursées à 100%. Donc c'est très important et à partir de ce moment-là, bien sûr, en fonction du nombre de vaccins qu'on aura, la vaccination sera un peu plus large cette année, mais tout en insistant sur les populations que le docteur Lioubi a rappelé et que Sahmdé a rappelé. Maintenant, on espère tous qu'on aura bientôt un vaccin pour anti-Covid qui permettra un retour à la normale. Mais pendant ce temps-là, la seule chose qu'on a, et ça a été rappelé par Sa Majesté dans son discours du 20 août, c'est de respecter les mesures barrières, à savoir le masque et quand on dit masque, il faut que ça soit bien mis et puis la distanciation et puis on salue tous les présents puisque tout le monde a son masque et bien sûr le lavage des mains fréquent avec de l'eau et du savon et puis aussi ou de gel hydroalcoolique. Je voudrais juste dire, c'est pour cela que nous, au niveau de la Société marocaine de pédiatrie, la Société marocaine de pédopsychiatrie, la Société marocaine des sciences médicales, nous avons encouragé au niveau de l'enseignement présentiel, et nous avons aussi salué la décision du ministre de l'Éducation de donner le choix aux parents. Et comme vous le savez, les parents ont choisi à 80% le présentiel. Et donc, il y a aussi là une commission qui a été instaurée par Monsieur le ministre de la Santé, une commission avec des représentants de la direction de la population, de la direction de l'épidémiologie, des membres de la Société marocaine de pédiatrie, de la Société marocaine de pédopsychiatrie, un directeur central du ministère de l'Éducation et un directeur central du ministère de la Jeunesse pour qu'il y ait un suivi de ces enfants parce que nous voulons qu'il y ait une évaluation sur l'impact psychologique sur ces enfants. Donc, c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'ensemble et je rappelle que nous avons aussi demandé à Monsieur le ministre, eh bien, on attend avec impatience la décision du comité scientifique à ce que les médecins généralistes du privé puissent être partie prenante et s'occuper des cas et le suivi à domicile et que les médicaments soient à la disposition dans les pharmacies avec bien sûr concernant l'hydroxychloroquine, un ordonnancier à souche. Donc, on revient sur le fait, et vous savez, nous, au niveau de Casablanca, on vient aussi de prolonger les mesures de 14 jours, mais nous demandons à ce que les citoyens et les citoyennes puissent respecter ces mesures barrières parce qu'il n'y a qu'avec ça qu'on peut éviter le pire. Et comme vous le savez, nous saluons surtout les personnels médicaux du public et des CHU et des militaires qui sont là depuis 7 mois. Et donc, les gens commencent à fatiguer, comme ça a été dit par le professeur Adib. Merci encore une fois de votre invitation et de toutes les données qui ont été, donc surtout les données qui ont été données par CIOB ou la CIL Adib,
qui ont rappelé tous les deux que les enfants, il y a 0 cas grave et 0 cas en réanimation. Et ça nous permet d'être à l'aise avec les enfants, surtout les enfants de moins de 10 ans. Merci encore. Merci beaucoup, cher ami. Vous savez très bien, Dr Afif, on le sait très bien. Il est aujourd'hui devenu un homme de médias et on le voit pratiquement chaque moment pour nous apporter des précisions. Merci beaucoup, cher ami, de nous avoir apporté des précisions très pertinentes. Vous n'avez rien oublié, vous êtes passé du remboursement jusqu'à l'implication du médecin généraliste dans la prise en charge de la COVID, tout en insistant bien sûr sur le programme de la vaccination et puis aussi infirmer et puis confirmer même les infections qui peuvent être variées d'une catégorie d'âge à une autre. En tout cas, on ne pouvait pas imaginer une réunion sans Dr Saïd Afif parce que, je dirais, vous êtes la personne incontournable. Vous êtes sur tous les fronts. Merci beaucoup encore une fois. Et là, il y a le professeur Saïd Zuhair qui a répondu justement à la question de la vaccination, mais là, le diagnostic, parce que la place du biologiste, elle est très importante là-dessus. Je vais juste, professeur Saïd Zuhair, vous donner la parole pour répondre à cette question qui est posée par un des collègues qui assistent avec nous. Quelles sont les capacités actuelles des laboratoires pour effectuer les tests RT-PCR et quels choix stratégiques en termes de solutions d'extraction de l'ARN viral et de la PCR ont été adoptés par la commission scientifique? Alors, professeur Saïd Zuhair. Oui, je vous entends très bien. Très bien. Oui, justement, avec Dr Lioubi d'ailleurs, rien que la semaine dernière, on s'est réunis à distance avec les différents collègues de Casablanca, de Rabat et donc les autres villes aussi, pour justement de discuter dans le comité des laboratoires des solutions à proposer, bien sûr, aux décideurs, bien sûr, à l'approche de l'hiver et pour la prise en charge diagnostique au laboratoire des virus grippaux ou des virus respiratoires en général par rapport à ce qui se passe actuellement dans l'épidémie Covid-19. Et donc, nous sommes en train de réfléchir et nous avons proposé des solutions. Je pense que Dr Lioubi, il a déjà reçu, bien sûr, avec Dr Oumzil et Dr Jalal de Casablanca, nous avons bien sûr proposé des solutions alternatives et les solutions bien sûr de référence. Et on va attendre bien sûr le feedback du ministère de la Santé pour bien sûr voir un petit peu leur décision par rapport, parce que ça reste, ils ont une décision transversale, il y a d'autres éléments. Nous, on a apporté le côté technique qui est vertical pour nous, et puis eux, ils ont le côté économique, le côté transversal, le côté politique de santé, tout ça, sur lequel nous intervenons pas. Et donc, nous avons déjà proposé nos solutions et on attend bien sûr le feedback des décideurs. Voilà. Merci beaucoup, professeur Zuhair. Donc, on va rester dans le diagnostic, effectivement. Alors, justement, avec cette solution qui est proposée aujourd'hui, la solution FilmArray, qui permet donc en un seul test unique avec juste 1 heure, pas plus, et qui va pouvoir répondre justement à ces questions que nous avons entamées ensemble. Est-ce que, professeur Adib, est-ce que vous voyez par exemple un avantage pertinent par rapport à ce que nous avons aujourd'hui et par rapport à ce qui va arriver? Quel est votre point de vue? Scientifiquement, c'est un gold standard. Il est indiscutable de pouvoir, dans une période où on pourrait avoir plusieurs germes, de pouvoir avoir avec une solution, une rapidité, le diagnostic adéquat, approprié pour viser juste. Maintenant, il faut adapter ça au cost effectiveness. Très bien. Par rapport aux autres molécules. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis, et ça a été précisé par le professeur Zuhair, c'est une technique qui devra devenir dans l'avenir une technique standard et démocratisée. Oui. Maintenant, en attendant, il faudrait que les laboratoires de référence s'équipent, indéniablement,
Et puis, certainement, l'utiliser au moins pour une catégorie de malades graves, pour pouvoir, c'est eux qui vont nous permettre de la cartographie et nous tirer la sonnette d'alarme. Ah, la grippe A arrive. Et particulièrement, c'est malade. Donc, il faut tout de suite que les laboratoires qui ont les moyens d'en avoir puissent l'acquérir. Peut-être sélectionner dans un premier temps les patients qui peuvent en bénéficier, mais l'utiliser. Justement, vous avez répondu à la question avant, Patients avant graves. que je la pose, justement. Ah oui, Patients graves, patients qui ont les moyens, oui. si c'est un coût. Et puis, peut-être trouver une convention dans un cadre de surveillance épidémique, de pouvoir le faire. Et ça, c'est une discussion qui pourrait être centralisée. Très bien. C'est professeur Ftouh. Je ne vais pas intervenir sur le diagnostic, je veux bien revenir sur la vaccination, si vous voulez. Non. Ah, vous voulez revenir à la vaccination? Oui, avant de... Comme vous voulez. Vous avez votre point de vue par rapport au diagnostic? Parce que ce qu'il vient de dire, ça me renvoie à la réflexion sur l'avenir, c'est-à-dire dans 2-3 mois, qu'est-ce qu'on pourra faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on pensera faire. Et là, moi, je vais anticiper un peu pour dire que, tel qu'il a dit tout à l'heure, il a dit que à partir d'aujourd'hui, ou bien depuis quelques mois, 2 circuits obligatoires dans toutes les structures. Ça, c'est une obligation. Donc, il ne faut pas oublier ça, que ce soit dans un cabinet ou une clinique ou un hôpital, 2 circuits obligatoires. Parce qu'on doit s'occuper des malades non Covid et des malades Covid. Ça, c'est la première obligation. Donc, il faut que les gens soient clairs et il faut qu'ils sachent ça. Deuxième chose, concernant cette approche qu'on est en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'on va faire et quel est le moyen le plus pertinent pour arriver. Moi, à mon sens, on peut cerner les choses en 2. Je vais parler des formes modérées à sévères et je vais parler des formes bénignes. Qui représentent très peu de... Les formes bénignes, c'est le grand pourcentage. Les formes bénignes, moi, c'est ça le problème. Moi, les formes modérées à sévères ne me posent pas de problème. Pourquoi? Parce que ce sont des malades qui vont venir aux urgences, qui vont venir avec des symptômes, et on va les gérer de la manière la plus scientifique possible. Très bien. C'est-à-dire, on va faire le screening par l'échothoracique, par exemple. Enfin, il y a la clinique d'abord. Il y a le screening par l'échothoracique, par le scanner. On fait la PCR. Ou bien on fait le multiplex dans les structures, parce que dans les structures de référence, on a les multiplex dans les CHU. Donc, moi, cette catégorie ne me pose pas de problème. Mais par contre, ce qui me rend difficile la tâche, c'est ce qu'il vient de dire Hamdi tout à l'heure, c'est les formes bénignes. Parce que ce sont des formes qui vont consulter dans les établissements de soins de santé primaires, dans des cabinets de médecins généralistes, en tout. Et là, c'est une problématique. Alors, c'est là où on doit réfléchir sur un screening adéquat et pertinent pour ne pas dévier tout le monde vers la grippe ou dévier tout le monde vers la Covid. Je laisse la question et on répondra après parce que je ne veux pas trop anticiper. C'est ça la question. Mais par contre, je reviens sur la vaccination parce que vous avez soulevé un problème de la vaccination. Alors, la vaccination, d'après l'expérience que j'ai au CHU de Rabat, et Sidoubi, il est ici, et bien les autres collègues aussi, le CHU, il achète la vaccination pour tout le personnel chaque année. Il est délivré gratuitement pour tout le personnel. Malheureusement, on a un taux d'adhésion qui n'a jamais dépassé, vous me contredisez, il ne dépasse pas 20%. Et là, je renvoie la question à mon collègue de la NAM, est-ce qu'il y a, parce qu'on a toujours pensé et parlé de côté réglementaire, est-ce qu'il y a possibilité d'obliger ces gens à se faire vacciner? C'est ça la question, premièrement. Deuxième chose, concernant les malades, les comorbidités, l'HTA, le diabète, l'obésité, l'HTA et tout, ça c'est oui, les malades, lorsqu'on leur prescrit, ils l'achètent.
mais il y a aussi une part de la part du médecin parce qu'il y a des fois où on ne prescrit pas le vaccin aux malades. Donc, je pense qu'il y a une sensibilisation à faire chez tous les médecins, endocrinologues, cardiologues, parce que l'obèse, il doit être vacciné. Donc, le cardiologue doit prescrire, l'endocrinologue, le généraliste. Ce n'est pas uniquement le généraliste, ce n'est pas uniquement le pneumologue. Donc, il y a une sensibilisation à faire pour la prescription du vaccin et il y a un côté réglementaire pour obliger le personnel de santé à se faire vacciner parce que c'est une expérience qu'on a eue et je vous dis la réalité. Donc, voilà, je reviens après pour discuter un petit peu de ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire après Très concernant bien. le diagnostic. Très bien. Dr Hamdi, par rapport justement à cette question de diagnostic. Moi, Ouais. je rejoins le professeur Ftouh, je ne sais pas si ça marche. Je rejoins le professeur Ftouh sur sa réflexion, c'est qu'au niveau de la réanimation, au niveau de l'hospitalisation, on n'a pas beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, on ne doit pas avoir beaucoup de problèmes. Ils sont là, ils sont hospitalisés, on peut les prendre en charge. On peut tout faire pour les sauver. À une seule condition. Il ne faut pas que l'ambulatoire le renvoie 10 000 patients par jour à la réanimation. Donc, le diagnostic différentiel, il doit se faire au niveau de l'ambulatoire. Et en ambulatoire, il a cité en hospitalier, en réanimation, il a cité, le professeur Adib a cité les grandes indications. Les malades graves, peut-être en réanimation, mais aussi, moi, dans mon cabinet, j'ai quelqu'un devant moi qui fait des signes respiratoires, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire? On ne peut pas faire la PCR. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être il faut ajouter une indication, c'est les malades, c'est les patients qui ont des signes respiratoires qui sont épidémiologiquement dangereux, ça veut dire dans l'entourage, peut-être ces personnes-là, il faut chercher à tout prix à faire un diagnostic différentiel. Donc, pourquoi? Parce que autant nos amis, les hospitaliers, ils savent prendre en charge, mais ils savent prendre en charge avec une capacité limitée. Donc, en amont, on ne doit pas les engorger. Maintenant, pour revenir aussi pour la vaccination, oui, maintenant, cette année, on aura au Maroc le vaccin quadrivalent qui est beaucoup plus efficace que les années passées. Il faut que c'est une obligation pour le professionnel de santé. Est-ce que ce sera obligatoire? C'est une obligation déontologique, scientifique. Maintenant, pour les professionnels qui refusent de se faire vacciner, il y a des mesures. De toute façon, il y a de l'expérience d'autres pays, on pourra discuter. Mais sur le plan éthique, on n'a pas le droit d'être un professionnel de santé. On n'a pas le droit de toucher un malade si on n'est pas vacciné. C'est une obligation morale, avant de parler de légal. Très bien, merci. Il y a une question qui revient pas mal de fois sur les tests salivaires. Alors, tout à l'heure, on en avait parlé, le professeur a dit, les tests salivaires, quelle place ils ont, soit en dépistage ou bien en diagnostic. Avant de donner la parole à professeur Zahir, je vais me mouiller. Très bien. Il va vous sauver. Alors, vous savez très bien qu'actuellement, il y a toute une polémique sur les faux positifs, sur la PCR faux positifs. Et puis, dans le testing, ça répond quelque part à Dr Lioubi, dans le testing actuel, la réalité est que la majorité des symptomatiques ne bénéficient pas de tests et des asymptomatiques ou rien du tout bénéficient de tests à la volée. Ça dépend des régions, ça dépend de la répartition. Et donc, nos laboratoires sont submergés par des malades qui ne nécessitent des prélèvements qui ne sont pas prioritaires. Et entre-temps, les vrais symptomatiques, les malades qui en ont besoin, ont des retards. On n'a même pas accès à ça. Donc, pour pouvoir avancer, il faut rationaliser ces tests. Pour les rationaliser, il faut savoir quel impact vont avoir ces tests. Donc, prioriser obligatoirement dans les prélèvements, dans le traitement, dans la rapidité, tout symptomatique et tout malade grave. Rapidement, il faut qu'il y ait leur diagnostic et orienter la prise en charge la plus appropriée, précoce. Ce qui reste, c'est détecter les contagieux. Dans les asymptomatiques, alors je vais parler d'une étude coréenne. Pour moi, elle est très très importante parce qu'il y a beaucoup de paroles sur les symptomatiques et les asymptomatiques. Les asymptomatiques restent contagieux. Il y a une étude coréenne qui a comparé les asymptomatiques avec les symptomatiques et elle a trouvé que les asymptomatiques ont plus de charge virale et dans la durée,
une durée moyenne chez les symptomatiques de contagion de 15 jours, alors qu'elle est de 19 jours chez les asymptomatiques, et ça va jusqu'à 45 jours. Là, vous répondez encore à une autre question. Je vais y arriver. Très bien. Donc, ouais. Donc, pour moi, ce qui est le plus important pour contrôler l'épidémie, c'est de choper les contagieux, s'ils sont asymptomatiques, et pouvoir les isoler, ou bien pouvoir trouver un moyen de limiter l'épidémie. Avec les tests positifs, les faux positifs et les faux négatifs, dans les tests PCR, les faux négatifs sont essentiellement liés à la technique préanalytique, à la phase préanalytique, à la qualité du prélèvement, est-ce qu'on a raclé bien, etc. Pour les faux positifs, c'est peut-être parce qu'on prélève trop de malades. Ou bien, c'est des malades qui ne vont jamais être contagieux, qui ne vont jamais s'aggraver. Ça a été bien précisé par Dr Lioubi, même pas 1%. Même si une étude a montré que 10% des asymptomatiques vont évoluer vers des formes plus graves. Ça reste quand même pas nombreux. Donc peut-être, à mon sens, le fait de faire du salivaire va donner moins de faux négatifs et plus de faux positifs par rapport aux contagieux. Alors, vous voulez que... Oui. Parce que le seul moyen de contagion, c'est la salive. C'est la salive qui fait la contagion. Soit les gouttelettes, soit l'aérosol. C'est comme si on prenait un déodorant, on le met, ben, s'il y a de l'air, ça va passer, ben, si ça maintient, mais ce n'est que la salive. Ces aérosols, ils vont être contagieux quand ils sont chargés en virus. Donc je dois détecter les gens qui sont les plus chargés, les isoler, et éventuellement, s'ils sont vulnérables, je vais les traiter. Et tous les symptomatiques, je dois les traiter, et on devra aboutir à un protocole national, validé, plus détaillé, remboursé, et centré sur le patient. Oui. Le central, c'est une décision du protocole, mais l'application, elle doit être régionalisée par des comités médicaux multisectoriels qui vont aboutir à des circuits et à une facilitation à le patient. Quand il a des symptômes, quand il présente problème, il va savoir où aller et son médecin qui va l'accueillir dans le secteur privé ou dans le secteur public va savoir essentiellement sur les données épidémiologiques locales, savoir c'est plutôt Covid, c'est plutôt grippe, commencer un traitement et orienter vers un circuit de diagnostic et un circuit de prise en charge thérapeutique. Qu'il soit dans les officines ou là dans une structure de référence, peu importe. On va peut-être voir l'avis du biologiste. Professeur Joël, qu'est-ce que vous en dites? Oui, effectivement, la question est pertinente. La place des tests salivaires, justement, elle est en cours de discussion actuellement, puisque les performances de ces tests ou de ces techniques sont en cours d'évaluation. Apparemment, jusqu'à maintenant, ça reste beaucoup moins sensible que la PCR, bien évidemment, parce que d'ailleurs, même la PCR d'un prélèvement nasopharyngé reste beaucoup plus sensible que celle d'un prélèvement oropharyngé. Déjà, il y a une sensibilité rien que dans le prélèvement, une PCR par prélèvement. Vous imaginez bien sûr la salive, puisque le virus, bien sûr, il est principalement retrouvé au niveau cellulaire. Et ça, c'est un élément majeur qu'il faudrait souligner. Le virus est un parasite intracellulaire obligatoire. Et il faut aller impérativement chercher des cellules, particulièrement au nasopharynx, là où se multiplie, là où la zone de prédilection du virus, puisque c'est l'arbre respiratoire cilié. Et c'est là qu'on retrouve le maximum de virus. Je pense qu'on a plus de chances de retrouver le virus au niveau du nasopharynx que dans l'oropharynx, encore moins au niveau de la salive. Je pense que cette technique, elle a peut-être sa place pour un dépistage massif avec des gros filets et tout ça, où on peut laisser échapper quelques-uns, mais lorsqu'on a un nombre considérable et on veut prendre le maximum. Mais lorsqu'on est devant des sujets symptomatiques, des sujets malades, il est impératif de faire la PCR. Voilà. Écoute, c'est un débat très intéressant. Donc, allez, on continue sur une petite précision. Plus rapidement, comme ça on passe à la Nous, ce qui nous inquiète question. vraiment, c'est la charge virale élevée. Même si des jeunes sont contaminés par des petites charges virales, c'est tant mieux. On va acquérir notre immunité collective. Donc, je dois isoler les super contagieux. Et je dois protéger la population vulnérable. Il faudra trouver le moyen de protéger cette population vulnérable. Oui, professeur, sur ce point-là.
Non, sur ce point, parce que tout à l'heure, je me suis arrêté sur ce point, si vous vous rappelez. Je me suis arrêté sur ce point, je n'ai pas voulu un petit peu avancer pour ne pas, j'ai le temps d'écouter mes collègues biologistes parce qu'ils sont mieux placés que moi. Je pense que si, dans les formes bénignes qui posent problème, donc il faudra chercher quel moyen pour essayer de trancher. Moi, je pense que les tests antigéniques rapides, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'on est dans un contexte épidémique, pandémique, c'est la contagiosité. Mais moi, je peux placer le multiplex, par exemple, si quelqu'un qui a les moyens, parce que je vais éliminer le corona, je vais éliminer. Donc, moi, je pense que dans ces situations-là, les formes bénignes, on peut jouer avec les tests rapides dans un contexte épidémique et on peut jouer avec le multiplex dans un cadre scientifique. Donc, ce sont deux choses complémentaires et je pense que c'est jouable. Voilà un petit peu. Merci, très bien. Alors, il y a une question, parce que, comme d'habitude, le professeur Adib anticipe les questions par rapport à l'immunité. Alors, il y a une personne qui demande quel serait le degré d'immunité du SARS-CoV-2, sachant qu'il y a des personnes qui ont pu faire une réinfection. Est-ce que... Je ne suis pas immunologue, je ne suis pas virologue, non, mais je vais me mouiller. Juste par rapport à l'expérience que vous avez sur le terrain. Je vais me mouiller. Scientifiquement, et sur les différentes études qui ont été faites, les anticorps protecteurs neutralisants, oui. Y a pas, même les IgG, généralement, ils ne dépassent pas 3 mois, ils disparaissent. Théoriquement. Toutefois, beaucoup de données ont donné qu'il y a une immunité cellulaire B et T qui garde une forme de mémoire et qui pourrait servir. Deuxième élément, c'est les pays subsahariens. J'ai beaucoup d'amis, notamment au Sénégal et des travaux de l'Institut Pasteur. Il y a de l'immunité croisée avec des épidémies de coronavirus qui se sont passées en octobre dernier et septembre dernier. Ça explique les chiffres qu'ils ont au Sénégal, par exemple. Les pays subsahariens, ils sont épargnés d'une façon particulière jusqu'à maintenant, et c'est expliqué par cette immunité croisée. Nous, on a eu moins d'épidémies coronavirus, et ça explique aussi la protection des enfants. Donc, c'est parce que les enfants ont été confrontés plus à d'autres coronavirus que... Et puis, je pense, ça c'est une conviction personnelle, il y a un petit peu de littérature dessus, et c'est ce qui explique, parce que je me suis toujours posé la question, pourquoi la femme enceinte particulièrement, elle est protégée des formes graves et tout ça dans ce coronavirus. Je pense qu'il y a des similitudes virales avec la rubéole et la rougeole. Et donc, peut-être que s'il y a une vaccination qui est plus... La jeune fille, elle est vaccinée jusqu'à 13 ans, dans le calendrier vaccinal. Certains gynécologues vaccinent les femmes qu'ils suivent en âge de procréer avec le vaccin. Peut-être qu'il y a une immunité croisée à ce niveau-là. En tout cas, la résultante de tout ça, c'est que jusqu'à maintenant, on a 3 cas seulement déclarés dans le monde, confirmés, de réinfection. Ça fait 10 mois que ça dure. Pour plusieurs raisons, pour les gens qui ont été Covid. Et même celui qui a été bien analysé, même génétiquement, avec 2 formes de virus, il a été asymptomatique dans la deuxième réinfection. Et puis, la troisième chose, c'est quand on voit les pays qui ont vu le virus passer d'une façon très, très importante comme la France, ben même s'il y a une sorte de deuxième vague qui commence, il a vraiment tardé à venir, malgré les rassemblements, malgré beaucoup de choses, et ça ne décolle pas, particulièrement sur la mortalité. C'est vrai qu'en France, avant-hier, on a enregistré 150 décès, il y a une petite augmentation, malgré les 10 000 cas par jour. Donc, ça veut dire que ces pays-là, où le virus a circulé de façon importante, ils ont acquis une forme d'immunité collective. Les autres pays, ça a demandé plus sur la durée, et la Suède, la Corée du Sud sont en train de nous montrer l'exemple. Donc, je pense que cette immunité collective marche, et ça va demander le temps qu'il faut. Ce virus ne va pas s'arrêter tant qu'il n'a pas touché 70% de la population. Et donc, entre-temps, il faudra qu'on protège les vulnérables et traiter précocement les vulnérables. Très bien. Alors, Dr. Melhouf, vous avez demandé la parole par rapport à... J'ai demandé la parole juste par rapport, pour peut-être apporter des précisions par rapport à ce qui a été dit par rapport à l'ANAM, aussi bien pour
la prise en charge rétrospective des cas Covid par l'assurance maladie obligatoire. Et là, comme j'ai dit et je l'ai précisé au début, c'est qu'il y a une commission pilotée par l'ANAM, mais aussi il y a les autres acteurs, à savoir les organes gestionnaires et les départements ministériels, pour fixer les modalités de remboursement. Et cette question de rétrospectivité de prise en charge est aussi évoquée. Donc, on devrait statuer aussi sur ce cas de figure. Maintenant, par rapport à la question du vaccin anti-grippe, bon, juste pour préciser le rôle de l'ANAM, parce que l'ANAM, aujourd'hui, n'a pas des prérogatives d'obliger la population marocaine ou au moins les assureurs AMO à se faire vacciner. Mais au contraire, aujourd'hui, l'ANAM a fait en sorte à ce qu'il facilite l'accès à ce vaccin. Et aujourd'hui, ce vaccin est remboursable. Mais je crois, au-delà de la question de l'obligation ou pas, aujourd'hui, c'est une question de sensibilisation avant tout, qui est plus importante et qui est aujourd'hui nécessaire à aborder d'une approche différente. Tout à fait. D'ailleurs, l'intervention du professeur Futur, elle est parfaitement à sa place, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à obliger les gens à se faire vacciner. Donc, du coup, même pour vous, ça va être un peu difficile et délicat d'établir un cahier de charge basé sur le nombre de personnes qui vont être obligées d'être vaccinées. Du coup, ça va être un peu difficile. Mais effectivement, la sensibilisation, c'est le seul moyen qui va pouvoir aider à ce que les gens puissent adhérer beaucoup plus. Dr Lioubi, vous aviez demandé la parole. On ne vous a pas écouté, ça fait quelques minutes. Allez-y. J'écoutais attentivement et avec beaucoup d'intérêt ce qui se disait autour de cette table. C'est juste pour dire que lorsqu'on est devant un problème de santé publique qui concerne toute la communauté et vis-à-vis duquel il faudrait apporter, certes, des solutions, je le répète encore une fois, selon une approche clinique qui s'adresse à chacun des malades, à chacune des personnes qui se présentent chez un médecin, chez un clinicien, mais il faudrait apporter des réponses collectives qui s'adressent à toutes les populations. Je pense que cette pandémie nous a appris encore une fois qu'il faudrait savoir, à des moments donnés, remettre en question tout ce qui a été fait et prôner d'autres approches et remettre tout en question et changer de paradigme et changer d'approche. Que ce soit pour la prise en charge, comment organiser les circuits, continuer à tester ou la tester seulement sélectionner, isoler ou la ne pas isoler, choisir d'autres alternatives, compter sur l'adhésion de la population moyennant une meilleure stratégie de communication. L'exemple de la Suède, il est là, il est édifiant par rapport. C'est un pays qui n'a pas choisi de confiner. Ce n'est pas le pays qui enregistre la plus mauvaise situation épidémiologique. Donc, à mon sens, il faut être courageux pour mettre sur la table des choses qui peuvent paraître peu logiques, mais qui par la suite finiront par se confirmer en tant que meilleur choix. Je me rappelle que l'un des tableaux que j'ai projeté au début, lorsque je le présentais, et je me rappelle bien la situation au cours de laquelle j'ai été confronté à ce que je vais dire, c'est que des gens ont été choqués lorsque ils ont vu, parce que Dr Milhoff l'a dit, hein, cette pandémie a surpris tout le monde et a mis à bas tous les calculs et toutes les projections que nous avons faites. Lorsqu'on avait avancé le chiffre de 10 000 cas attendus en phase 3 et qu'en phase 3, l'objectif devait être d'éviter la mortalité et de maintenir le système de santé sur pied. Et donc, cela se confirme. Cela se confirme parce qu'il faut être logique. Il faut courir sur un objectif et viser un objectif réalisable et réaliste au lieu de continuer à viser des choses qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas réalisables, qui ne sont pas faisables et pour ne pas dire de choses, donc faire croire aux gens qu'on va pouvoir apporter des miracles. Autre chose que je souligne, c'est que cette pandémie, et je suis sûr qu'à la fin de la pandémie, Inch'Allah, il va y avoir un retour d'expérience, une évaluation
digne de ce nom, comme il se fait à l'issue des grandes situations de crise, pour tirer les leçons. Et l'une des leçons qui, à mes yeux, s'avère primordiale, c'est que notre pays dispose d'une loi de santé publique. Parce que pas mal de questions qui ont été évoquées, obliger ou ne pas obliger une personne à accepter le confinement ou pas, l'État paye pour des personnes ou ne pas payer pour des personnes, il faut remettre en question tout cela. Et donc, une loi de santé publique, heureusement que le ministère de la Santé travaille sur cela, et donc une loi de santé publique qui doit prendre en considération et qui doit être élaborée et affinée au vu de ce que nous avons appris de cette pandémie, ça s'impose. Très bien, merci beaucoup. C'est une réflexion assez importante et elle récapitule un petit peu tout ce que nous avons dit. Effectivement, comme vous l'avez bien dit, depuis le début jusqu'à maintenant, on ne fait que découvrir des choses, on essaie de s'adapter à la situation, je dirais aux situations, parce que ça change. On a toujours des pics, des profils qu'on doit être obligé d'interpréter. Des fois, on n'a pas la réponse. Je pense, je vais donner la parole au professeur Ftouh et peut-être ça va être le mot de la fin. Comme ça, on va terminer notre débat, si vous voulez bien. Oui, ça va être le mot de la fin. Puisque j'ai noté quelques points et puisqu'on est dans le sujet de diagnostic différentiel de la grippe, ce qui va venir, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de quelle réflexion. Peut-être que ce sont des choses qui doivent être affinées à l'avenir. Mais on a oublié un point qui est très important, et je viens de le voir parce que je l'ai noté, et ça a été dit avec Adib, c'est l'adjonction du Tamiflu dans le protocole thérapeutique. Moi, j'estime qu'on a adopté un protocole de prise en charge de la COVID-19. Le Tamiflu a donné satisfaction, ça fait des années qu'on utilise. Et d'ailleurs, on a prouvé, et d'ailleurs, il a présenté la série de mon collègue et mon ami Denden, la réanimation, on travaille ensemble dans ce sens. Donc, je pense qu'il faut discuter ce point et ça ne peut être que bénéfique concernant la prise en charge de nos patients. Moi, je pense que, si vous voulez, je vais juste Bien sûr. Quand je dis le mot de la fin, ça peut être conclure, parce que mon ami Lioubi a conclu sur le plan stratégique et épidémiologique. Moi, je pense qu'on doit conclure sur un côté, je dirais, plutôt scientifique. Et ce côté scientifique, c'est juste un début de débat parce qu'il faut l'affiner par la suite. Parce que moi, je n'ai pas de réponse aujourd'hui pour le screening des patients, mais au moins, j'ai des idées que je peux partager et discuter avec mes collègues par la suite. Donc, c'est une opportunité à saisir. Moi, je pense que la chose la plus importante sur laquelle j'insiste, c'est la vaccination. C'est la vaccination, c'est la vaccination. Le personnel de santé, les fragiles, les comorbidités. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose sur laquelle j'insiste, le personnel de santé, il faut qu'il mûrisse la chose qu'on va travailler pendant une année minimum avec les non-Covid, avec les Covid. Donc, il faut qu'il fasse 2 circuits, il faut qu'il mûrisse ça et ça y est, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Parce que le service où je travaille, l'hôpital où je travaille, à chaque fois, on nous dit qu'il y a un positif dans le service X, un positif dans le service Y, et puis il faut dépister celui-là. Donc, il ne faut pas que ça casse. Il faut pas que ça casse. C'est important. Et troisième chose, il faut qu'on tranche dans l'avenir proche, parce que ça presse, on est en fin septembre, on est octobre, en l'avenir proche, il faut qu'on tranche, et si Louis il est présent, sur qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain concernant le screening des patients pour dire que ce monsieur il est grippe et ce monsieur il est suspect de Covid. Ça presse et ça doit venir dans les semaines, dans les 2 semaines à venir. Il ne faut pas que ça attende novembre-décembre. Donc voilà un petit peu mes 3 points sur lesquels j'insiste. Très bien. Je fais, comme vous voulez, mais je fais le tour pour le dernier mot. Le mot de la fin, si vous voulez. Allez-y. Allez-y. Ça sera le mot de la fin. Oui. Très bien. Je pense qu'il faut qu'on arrête avec la loi de tout ou rien. Pour le citoyen, soit il respecte tout, il y a une catégorie qui respecte tout, toutes les mesures, il y a une catégorie qui ne respecte rien. Je pense qu'il faut adresser des messages importants. Les espaces clos, les rassemblements, c'est le grand danger de l'épidémie. Pour le système de santé,
chercher à identifier tous les cas positifs, les isoler, les traiter, les prendre en charge. Il faut finir avec ça. Maintenant, il faut avoir une autre approche. Il ne faut pas rester rigide. Maintenant, il faut accepter qu'il y ait des cas positifs. Il faut accepter qu'il y ait des... Mais il faut chercher à minimiser l'impact de l'épidémie et non pas avoir 0% de cas positifs, 0% de... Donc, il faut arrêter. Il faut que le système de santé ne soit pas rigide, il soit pragmatique. Il faut qu'il suive pour qu'on n'aille pas vers les mesures territoriales, vers le confinement. Les vaccins, je ne vais pas me répéter sur les vaccins. Les mesures barrières pour les citoyens, les mesures barrières, ça va protéger contre Covid, ça va protéger contre la grippe, ça va protéger contre les infections respiratoires. Et ça va nous éviter le casse-tête de diagnostic différentiel. Un conseil aux citoyens, ne jetez pas votre argent par les fenêtres. N'achetez pas des médicaments. N'achetez pas des compléments alimentaires pour rien du tout. Ça ne sert à rien. Si vous avez des symptômes, allez consulter. Vous serez pris en charge. C'est l'essentiel. Quatrième chose que je puisse annoncer, les médecins du libéral, surtout les médecins généralistes et tous les médecins du libéral, ils seront associés incessamment au système de diagnostic et de prise en charge des malades Covid. C'est une bonne chose. Merci. Professeur Adib, pour le mot de la fin. J'ai beaucoup apprécié le débat. J'espère que ce débat-là, ça nous manque au Maroc, les débats télévisés scientifiques. Je pense que si on fait des débats, on communique avec le citoyen, on lui dit tout, il a l'intelligence d'adhérer et de nous suivre et de collaborer. Voilà. C'est tout. Moi, je m'attendais à une panoplie de conseils et de réflexions, mais la première et la plus frappante, effectivement, ça manque de débat. Effectivement, on est comme dans une télé, mais ça stimule en même temps la réflexion et puis la diversité est contradictoire, effectivement. Bravo. Merci encore. Je vais m'adresser tout de suite au professeur Saïd Zouheir pour son mot de la fin, si vous voulez bien. Oui, vous avez la parole. Effectivement, le débat est extrêmement intéressant. On pourra toujours mener cette réflexion avec les collègues et les autorités de santé. Je pense que nous, on ne dit pas que la PCR, c'est le gold standard. Si on a la possibilité de l'avoir, c'est encore meilleur. Mais si on a présenté les autres alternatives qui ont leur place, qui sont beaucoup moins chères, qui pourraient apporter des solutions dans des situations où les moyens ne le permettent pas, mais qui peut quand même apporter une solution, c'est quand même important de le souligner. Lorsque les moyens se présentent, il faut mettre le paquet. Lorsque ce n'est pas le cas, il y a les alternatives. Pour revenir au problème d'immunité, jusqu'à maintenant, effectivement, je pense qu'il faut avoir des certitudes scientifiques. Jusqu'à maintenant, nous avons des milliers de personnes qui ont été atteintes de Covid. La majorité ont développé une immunité, la majorité n'ont pas récidivé. Je pense qu'il y a certainement une protection par rapport bien sûr aux anticorps qu'ils ont développés. Jusqu'à quel moment nous n'avons pas encore de visibilité. Est-ce que la protection par ces anticorps, elle est bien sûr sa longévité, on ne la connaît pas, mais attendons de voir pour avoir des certitudes scientifiques et pour bien sûr prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà. Merci beaucoup, professeur Saïd Zouheir, pour votre participation et pour tout ce que vous avez échangé avec nous. Et tout de suite, je vais passer la parole à notre ami Dr Melhouf pour le mot de la fin. Bon, je vais être très direct. Aujourd'hui, on dit la prévention ne coûte pas cher, mais rapporte gros. Ça se confirme avec la Covid, avec des mesures toutes simples qui ne coûtent pas cher, qui pourraient réduire significativement l'incidence et la prévalence de cette maladie-là. Et en tant que régulateur, on ne peut que militer par rapport à cette question de prévention qui est fondamentale. Tout à fait. Nous sommes tous ouverts à la discussion et à l'échange. Merci beaucoup.
Alors, docteur Moulay Saïd, Afif, Oui. comme tu nous as Oui, je vous habitués, un mot de la fin. Je sais que le mot de la fin chez toi, c'est un conseil, c'est une réflexion assez réfléchie. À toi la parole, mon ami. Merci, cher ami. Moi, je voudrais reprendre ce qu'a dit Sir Adib, et on l'a fait, nous, au niveau de la Société marocaine de sciences médicales et au niveau de la Fédération nationale de la santé, avec toutes les autres sociétés savantes. Tous nos webinaires étaient des webinaires grand public, et où il y avait plusieurs milliers de personnes qui suivaient. Et ça, c'était important parce qu'il faut qu'il y ait cette confiance de la population. Et nous avons vu que nous avons réussi dans la première étape. C'est pour cela que la communication dans cette... c'est pour cela aussi qu'on a à chaque fois associé avec nous la MAP et les autres médias, parce qu'on estime que la communication est importante et qu'il faut expliquer aux citoyennes et aux citoyens pour qu'ils puissent s'approprier cette nouvelle culture, à savoir la culture du masque, la culture de la distanciation, la culture du lavage fréquent des mains, tout en insistant sur les mesures aussi préventives, à savoir la vaccination antigrippale et antipneumococcique. Et on a parlé des personnes vulnérables. Et c'est vrai qu'on le voit, il faut qu'il y ait au niveau, ça c'est pour professeur Zoher, il faut qu'il y ait au niveau quand on teste, il faut qu'il donne la priorité pour les tests aux personnes vulnérables avec un circuit pour ces personnes, parce qu'on nous a raconté que c'est des personnes qui avaient plus de 65 ans, qui avaient un diabète, étaient obligées d'attendre avec les autres plus jeunes. Ils leur demandaient de passer en premier. Et je crois qu'il faut leur réserver la priorité. Dire aussi que même si on dit qu'il y a 75% d'asymptomatiques, si on leur ajoute les cas bénins, les 14%, nous avons en tout cas vu et vécu des drames. Pas plus tard qu'hier, on a perdu un confrère dermato, sa sœur aussi est décédée. Et là, ce sont des drames que nous avons vécus avec les professionnels de la santé du secteur libéral. C'est pour cela qu'on a salué les deux discours de Sa Majesté qui veut accélérer l'assurance maladie des indépendants. Et il faut que tout le monde sache que les professionnels de santé du secteur libéral, médecins, pharmaciens, biologistes et tout ça n'ont pas de couverture médicale. Et quand il y a un décès, c'est tout un drame. Nous, par exemple, il y a certains qui réunissent les fonds pour pouvoir donner la chance aux enfants de poursuivre leurs études. Et donc, on voit des malheurs avec cette pandémie. Et donc, c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait le respect des mesures barrières. Il faut aussi faire participer les médecins du secteur libéral. Et actuellement, par exemple, à Casa, il y a pas mal de cliniques qui hospitalisent, comme ça a été dit par le professeur Ftouh, qui ont un circuit Covid et un circuit non Covid, parce que les CHU n'en peuvent plus et les autres hôpitaux n'en peuvent plus. Et donc, il fallait que le privé vienne à la rescousse. Donc, il faut continuer ce débat, mais il faut aussi, parce que ce Covid nous a appris à prendre des décisions vite fait. Donc, des fois, quand on attend quelques jours, c'est un peu trop tard. Donc, c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait ces décisions-là. Il faut que les expériences du terrain remontent
vers la commission scientifique et vers les décideurs. Et comme vous le savez, Sa Majesté, le roi, que Dieu l'assiste, l'a dit, l'importance de la commission scientifique. Et c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des mesures et des mesures vite fait pour qu'on puisse contenir cette pandémie. Et merci encore, c'était un débat riche et constructif. Merci beaucoup, Moulay Afif. C'était, comme toujours, une intervention pertinente. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vraiment, ça donne beaucoup de poids et beaucoup d'intérêt à cette réunion que nous sommes en train de terminer tout de suite. Le dernier mot sera celui de Dr Lioubi, avant que je conclue. Merci beaucoup de me redonner la parole. J'ai demandé en fait la parole juste pour dire que, effectivement, nous avons besoin de ce genre de débat scientifique. J'espère que celles et ceux qui nous ont suivis ont trouvé que c'était un débat de qualité. Et moi, en tout cas, j'en suis convaincu. Des débats sereins qui débouchent vers des propositions qui pourraient être prises par la suite, soit par le comité scientifique national, soit par, et surtout, en tout cas les deux, par les structures du ministère en charge d'élaborer des stratégies et les protocoles qui en découlent et les plans. Et pour cela, j'ai surtout pris la parole pour rendre hommage au personnel de terrain, parce qu'on a beau à faire des débats, à faire des recommandations, à les écrire, à sortir des guides. C'est grâce aux professionnels de santé de terrain que tout cela marche, parce que ce sont eux qui sont confrontés aux malades. Ce sont eux, en tant que professionnels de santé publique, des équipes de santé publique, qui nous font remonter les données sur la base desquelles que nous analysons et sur la base desquelles on tire les conclusions qu'on présente à ce genre de conférences. C'est les mêmes professionnels de santé de première ligne qui se déplacent, qui n'ont pas arrêté de se déplacer de jour comme de nuit pour faire les investigations épidémiologiques de terrain, pour faire l'identification et le suivi de contact et pour faire le suivi des malades qui sont suivis à domicile. Et quand je dis les professionnels de santé de première ligne, que ce soit au niveau déconcentré ou là, au niveau central, c'est des personnes qui n'ont connu ni jour férié, ni week-end, ni nuit, ni jour. Donc, c'est des personnes qui travaillent sans relâche. Ils demandent juste qu'on les aide à travailler dans une ambiance sereine, dans la sérénité, et qu'on leur reconnaisse les efforts. Et jusqu'à maintenant, ça a été toujours fait. Donc, je ne pouvais pas laisser passer cette occasion sans leur rendre hommage. Et merci encore une fois à tous les organisateurs de cette manifestation scientifique. Merci beaucoup, c'est bien transmis en tout cas. Écoutez, je vais clôturer avec les mots de fin que nous avons eus. Alors franchement, je pense que c'est sorti de la bouche de tous les intervenants. Dr Moulay Afif l'a bien dit, Dr Lioubi aussi, il faut continuer. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que cette expérience Diagnostica, comme je l'ai défini dès le départ, c'est une combinaison clinico-biologique, j'insiste sur ça. S'il y a des conflits, c'est très bien, c'est ça qui nous fait avancer. S'il y a des accords, c'est bien encore. Le dialogue clinico-biologique, je le mets toujours devant. Et c'est pour cette raison, ça a été dit aussi même avec mon ami docteur M. Mohamed Bouzid de IM Alliance, c'est que l'adhésion avec IM Alliance, avec cette idée-là innovatrice de réunir les cliniciens et les biologistes en même temps pour débattre des questions communes, on a tout à gagner. Et le premier qui va gagner là-dessus, c'est le patient. Et donc, croyez-moi, je vous garantis que bientôt, vous serez invités pour un autre webinaire, toujours dans le cadre clinico-biologique, pour donner de la force, comme l'a bien dit le professeur Ftouh, la force scientifique n'a rien d'égal. Et c'est ça ce qui nous anime. Et c'est ça ce qui vous a intéressé aussi dans
ce programme. Donc finalement, c'est un programme d'aujourd'hui qui était très intéressant. Vous avez vu les chiffres des personnes qui ont suivi jusqu'à maintenant. Malheureusement, et je le dis, je m'excuse auprès de toutes les personnes qui ont posé beaucoup de questions, pratiquement une centaine de questions, auxquelles on ne pouvait pas répondre. Mais on a essayé de répondre à quelques-uns, sachant que le débat était riche, était porteur de beaucoup de réflexions, des réponses qui ne sont pas finies, donc ça viendra. Donc, on va leur donner rendez-vous pour la prochaine édition. Et donc, je vais terminer pour remercier tout le monde. J'ai envie de remercier tous les amis qui sont présents autour de cette table. Ils ont accepté l'invitation sans aucune hésitation. Je suis vraiment heureux que vous soyez tous là réunis, avec ceux qui n'ont pas pu se déplacer, professeur Zoher, Dr Afif aussi. Je les remercie de tout mon cœur et toute l'équipe de IM Alliance est remerciée aussi pour cette association que je dirais un gage pour l'avenir. Je pense qu'on peut s'applaudir. Au revoir. Alors, donc, on est sans micro.